On va parler aujourd'hui d'un sujet à la fois délicat et absolument essentiel, les soins palliatifs pédiatriques. C'est un univers souvent mal compris, plein d'idées reçues et chargé d'émotions. Alors l'idée, c'est qu'on y voit plus clair ensemble. Quand on entend ces mots, soins palliatifs, surtout pour un enfant, l'image qui vient quasi immédiatement, c'est celle de la faim, de l'abandon. On s'imagine qu'il n'y a plus rien à faire. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est une question qui est au cœur de beaucoup d'angoisse et la réponse, elle, est loin d'être aussi simple. En fait, le fossé entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité est immense. D'un côté, l'idée reçue, c'est qu'on baisse les bras, qu'on arrête tout, que c'est juste pour les tout derniers jours. Mais la réalité, elle, est à l'opposé. On parle de soins actifs, totalement centrés sur la qualité de vie et qui peuvent démarrer bien plus tôt qu'on ne le pense, parfois même dès le diagnostic. Ce n'est pas la fin des soins, c'est une transformation du soin. Alors, c'est quoi, concrètement, ce fameux chemin différent? Essayons de comprendre ce que signifient vraiment les soins palliatifs pour un enfant. C'est une démarche qui est tournée vers la vie, pas vers la fin. Voilà la définition, on va dire, officielle. Mais ce qui est important de retenir, ce sont les mots actifs et complets. On ne se contente pas de traiter une maladie. On prend en charge un enfant dans sa totalité. Son corps et ses douleurs, bien sûr, mais aussi ses émotions, ses peurs, ses relations avec les autres, et même ses questionnements plus profonds. Cette vision globale, ce schéma la résume très bien. Le cœur du réacteur, évidemment, c'est le soulagement de la douleur et des symptômes pénibles, comme les nausées ou les difficultés à respirer. Et pour ça, on a tout un arsenal thérapeutique qui va du paracétamol à la morphine si nécessaire. L'objectif, c'est le confort maximal. Mais ce n'est qu'une facette. Il y a aussi tout le soutien psychologique pour l'enfant, mais aussi pour ses parents, ses frères et sœurs. On s'assure qu'il garde un lien social, qu'il puisse aller à l'école si son état le permet. La famille est un partenaire de soins à part entière. Et enfin, on respecte les croyances, la spiritualité de chacun, quelle qu'elle soit. On pourrait penser que ça ne concerne que des cas très rares, en phase terminale. Mais en fait, les situations où les soins palliatifs ont leur place sont bien plus variées. Voyons un peu qui sont ces enfants. Premier cas de figure, un enfant qui a une maladie grave, comme un cancer, pour laquelle on a un traitement qui vise la guérison. Sauf que ce traitement est lourd et son succès n'est pas garanti à 100%. Eh bien, les soins palliatifs peuvent intervenir très tôt, en parallèle de la chimiothérapie par exemple, pour aider à mieux supporter les effets secondaires, gérer l'angoisse. Deuxième situation, les maladies chroniques qui limitent l'espérance de vie, comme la mucoviscidose. On sait que la maladie va progresser, mais des traitements intensifs permettent de vivre de longues et belles années. Là, les soins palliatifs sont un accompagnement au long cours pour aider à gérer la maladie au quotidien et améliorer la qualité de vie. Troisième cas, les maladies évolutives pour lesquelles on n'a pas, à ce jour, de traitement pour guérir. C'est le cas de certaines maladies neurodégénératives. Ici, l'approche palliative est le soin principal, parfois pendant des années, pour préserver le plus longtemps possible le confort et l'autonomie. Et enfin, dernier grand groupe, les enfants qui ont des séquelles graves d'un accident ou d'un problème à la naissance, par exemple. Leur état est stable, mais très fragile. Les soins palliatifs aident à anticiper les complications et à organiser les soins complexes au quotidien pour leur assurer la meilleure vie possible. Toutes ces décisions, qui sont évidemment très lourdes, ne sont pas prises à la légère ou dans un vide juridique. En France, on a un cadre légal très précis qui protège les patients et qui guide les soignants. Cette loi, c'est la loi Claes-Leonetti. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la réflexion sur la fin de vie. Elle a été construite pour mettre la volonté du patient au centre de toutes les décisions. Et tout l'esprit de cette loi, il tient dans cette petite phrase qui est extrêmement puissante. D'un côté, on refuse l'acharnement thérapeutique, ce que la loi appelle l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire continuer des traitements qui n'ont plus de sens. Mais de l'autre, on s'engage à ne jamais, jamais abandonner le malade. Le soin continue, différemment. Concrètement, cette loi donne des droits fondamentaux. Le droit d'être soulagé de sa douleur est une priorité absolue. Le droit de refuser un traitement, même si ce refus met la vie en danger. Le droit de rédiger à l'avance ses volontés, ce sont les directives anticipées. Et enfin, le droit de désigner quelqu'un, une personne de confiance, pour parler à sa place si on ne peut plus le faire. Et puis en 2016, la loi a été complétée. Elle a ajouté un droit important, celui de pouvoir demander, dans des conditions très strictes, une sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est-à-dire d'être endormi pour ne plus souffrir quand aucune autre solution n'existe. Et là, il faut être très très clair pour ne rien confondre. La sédation profonde, son but, c'est de soulager une souffrance insupportable. L'intention, c'est le confort du patient. On utilise des sédatifs. C'est un droit en France. L'euthanasie, son but, c'est de mettre fin à la vie. L'intention, c'est de provoquer la mort. On utilise une substance qui tue. Ce n'est pas autorisé en France. Ce sont deux choses radicalement différentes.
Évidemment, en pédiatrie, tout ça s'adapte. Un enfant ne rédige pas de directives anticipées. Les décisions sont donc toujours le fruit d'une discussion collective entre toute l'équipe médicale et bien sûr les parents. C'est ce qu'on appelle une procédure collégiale. Et le seul et unique guide de cette décision, c'est l'intérêt de l'enfant. Maintenant qu'on a vu les aspects médicaux et légaux, revenons à ce qui est peut-être le plus important, la dimension humaine. Les soins palliatifs, c'est avant tout un cercle de soutien qui se tisse autour de l'enfant et de sa famille. Parce que le soin, ça dépasse de loin les médicaments. C'est prendre le temps d'écouter. C'est aider la famille à naviguer dans les complexités administratives et financières. C'est tout faire pour que l'enfant puisse continuer à avoir des projets. C'est aussi permettre aux parents de souffler un peu, dans des structures qu'on appelle des maisons de répit. Et c'est, toujours, respecter qui ils sont, leurs valeurs, leurs croyances. Finalement, tout ça ne peut fonctionner que grâce à une véritable alliance. Un triangle, si on veut, entre l'enfant, dont la parole est toujours recherchée et écoutée, quel que soit son âge, les parents, qui sont les experts de leur enfant, et l'équipe soignante, qui apporte sa compétence médicale. Personne ne décide seul, tout se construit ensemble. Au fond, c'est peut-être ça, le vrai changement de paradigme que nous proposent les soins palliatifs pédiatriques. C'est arrêter de se focaliser sur le temps qui passe, sur la durée, pour se concentrer sur la qualité de ce temps. Le but n'est plus d'ajouter des jours à la vie, mais bel et bien d'ajouter de la vie aux jours. Et ça change